Quand on parle vélo, on le sait, l'équipement fait toute la différence, que ce soit pour le confort, la performance ou juste pour le style. C'est exactement ce que vous allez trouver chez Altitude Sport. Ils ont littéralement toutes les marques premium pour ta prochaine sortie de vélo, comme Paranormal Studio, Café du Ski, Specialized, Castelli, Peppermint. Tu vas être vraiment beau sur ton vélo. Et côté équipement, on parle de Wahoo, Garmin, Shox, Oakley, POC, Lesign, Shimano, que du beau stock. C'est vraiment la destination en ligne pour s'équiper, peu importe ton niveau. Et en plus, la livraison est super rapide. Le lendemain partout au Canada et la journée même à Montréal. Si ça fait pas de stress. Le retour est super simple, t'as même pas besoin d'imprimante, juste un code QR. Pense-y pour ta prochaine ride. Je vais également te partager un code promo. Utilise le code ONJASVELO pour avoir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Les liens et conditions sont disponibles dans la description. Salut Ben. Salut. Bienvenue sur On Jase Vélo. Merci. Heureux de t'avoir à la table avec nous ce soir. On se connaît depuis quelques années maintenant. T'es en train de préparer un vélo pour moi et tout, donc très excité. T'es un peu, pour moi, t'es un peu un mad scientist, ou de ce que je te connais, t'es très passionné. Quand tu fais quelque chose, c'est parfait et tout. Donc, c'est cool parce que ce soir, je vais peut-être apprendre un peu des différentes facettes de qui tu es et tout. Puis, je suis super content aussi d'avoir un frame builder de Montréal qui vient ici nous parler justement de l'industrie. À ce soir, on va parler beaucoup d'industrie du vélo, de comprendre un peu c'est quoi... Une conception. C'est quoi cool. Fabriquer, vendre des vélos en 2025? C'est quoi l'aspect éthique de la chose? Comment on survit? Comment on trouve des solutions? Je pense que tu deviens un peu un couteau suisse à trouver des solutions à gauche et à droite, la mondialisation, les tarifs aussi. Donc, je pense que ça va être un épisode hyper intéressant. Mais pour bien comprendre qui t'es, est-ce que tu peux te présenter un peu, parler de toi et de tout là? Et je commence avec le côté Mad Scientist parce qu'en fait, j'adore ce titre et je trouve que c'est pas mal... correct. Je dirais, je déteste d'être un homme d'affaires. Okay. C'est vraiment pas ma passion de faire l'argent. Je suis une passionnée de vélo à la base depuis mon enfance. Et ouais, j'ai commencé à rouler en vélo à 5 ans et je suis toujours fanatique. En 2014, j'ai lancé le projet qui s'appelle Rebicycle. Ça, c'est le projet du vélo upcyclé, des vélos vintage, vélos de route, vélos de ville des années 80, 90, 70, qu'on démonte complètement, on fait sabler, on fait repeindre et on monte sur mesure pour les clients pour faire des vélos de ville sur mesure avec un cadre qui existe déjà. Mais tu récupérais le cadre ou c'est des gens qui venaient avec le frame? Les deux. Okay. On a un entrepôt plein de vélos vintage, notre inventaire. Et aussi, si quelqu'un a déjà un cadre, on pourrait réutiliser le cadre. Mais t'achètes, mettons, tu vas sur Marketplace, t'achètes des frames ou t'en récupères non, on a des partenariats. Ouais, c'est ça. On a des partenariats pour chercher des grosses quantités. Malheureusement, le SOS Vélo a fait faillite l'année dernière. En fait, j'ai lancé Rebicycle pour donner une option plus haut de gamme que le SOS Vélo. Ouais. Donc, j'étais toujours inspiré par SOS Vélo, les valeurs, le côté recyclage, réutilisation. C'est dommage pour la communauté de perdre cette institution qui existait depuis plus que 30 ans, je pense. Ouais. Mais en tout cas, on est comme le haut de gamme de ce que SOS Vélo a fait. OK, cool. En 2018, j'ai lancé Fabrication éthique. Ça, c'est le côté vélo haut de gamme, haute performance sur mesure, fabriqué ici à Montréal. OK. Pourquoi? Parce que je cherchais un vélo gravel
haut de gamme, fabriqués écologiquement, éthiquement, et j'ai pas trouvé à cette époque. Et je voulais garder le même esprit, la même philosophie de Rebicycle pour les vélos haut de gamme. Donc, chaque aspect de notre fabrication, c'est concentré sur réduire l'empreinte environnementale et aussi le côté social. Aussi, garder les prix abordables le plus possible parce que je suis vraiment pas intéressé de vendre des vélos à 20 000 $, comme beaucoup de fabricants de cadres connus, on dirait. Moi, je préfère fabriquer des choses exactement à la bonne grandeur, avec les bons angles, pour quelqu'un qui a jamais eu un vélo haut de gamme avant. Ça, j'adore. C'est le type de client préféré pour moi. C'est quelqu'un qui a jamais eu un vélo qui a une valeur plus de 1 000 $, genre. Quand il roule une éthique pour la première fois qui est faite pour eux, lui, pour lui, pour elle, haut de gamme, puis... c'est haut de gamme puis durable en plus. C'est pas un vélo que tu vas acheter 20 000 puis que tu vas vendre dans 1 an ou 2. Là. Tu vas le garder, j'imagine, de nombreuses années. C'est sur mesure. Ouais, exactement. Puis j'ai aussi un projet que je donne pas encore le nom, mais pour les vélos cargo. On est très concentré sur les vélos cargo, la fabrication de vélos cargo ici. On a déjà 4 plateformes différentes de vélos cargo qui sont tous en pré-production, en prototypage ou en bêta. Et je garde le même système avec les vélos cargo que j'ai pour les vélos éthiques. Et c'est pour ça qu'on n'a pas un site web pour éthique, parce qu'on n'est même pas encore comme lancé publiquement avec un site web et Shopify, tu peux juste acheter. Je préfère prendre des années pour perfectionner tous les trucs. Être prêt. Et on vend au prix réduit au monde qui voulait rouler quelque chose sur mesure, mais en sachant que c'est pré-production. On n'a pas notre système perfectionné de A à Z. Et c'est pour ça qu'on pourrait vendre en bas de notre coût de production, parce que c'est toujours comme recherche, développement. C'est un secret bien gardé. Puis les cargos, ça, tu vends pas encore? On vend comme bêta aussi. OK, d'accord. Donc, on vend pas sur le site web. C'est toujours... Cargo électrique ou... électrique, oui, on vend des vélos cargo électriques et sans assistant aussi. OK. Pour avoir testé un cargo électrique sans assistant, j'étais surpris. Hein. Un cargo électrique sans assistance? Un cargo sans... Excuse-moi, je suis fatigué. Un cargo non électrique, c'est surprenant la manœuvrabilité et tout. Là. Est-ce que tu as essayé le nôtre? Oui, dans le bâtiment, là, j'avais roulé avec et tout. Okay. Puis c'est genre moins lourd qu'un hybride genre Canadian Tire. Ça paraît moins lourd quand tu roules. C'est vraiment... Parce que, on a un modèle... en fait, en chromoly, donc c'est un style long tail avec le cargo en arrière. Le CAD est fait en chromoly et vraiment, tu n'as pas besoin le moteur avec celle-là. C'est assez léger. C'est plus léger qu'un vélo montagne, un gros vélo montagne. Ouais, j'ai fait le saut. Là. Genre, tu le roules puis t'as l'impression... Tu sais, ton vélo que t'avais à 14 ans et que ton père t'a acheté tout croche, c'était vraiment... mettons, c'est comme si tu roulais... C'est plus rapide qu'un Bixi. C'est sûr. Absolument. C'est comme... Ça roule comme une vélo montagne rigide, sans suspension. Mais on pourrait aussi monter avec suspension en avant. Parce que c'est très flexible, cette plateforme. C'est bon pour les familles, pour mettre 2 enfants en arrière ou un adulte en arrière et un adulte en avant. Puis on a aussi une plateforme avec les cargos en avant, donc une grosse boîte en avant, que je ne sais pas si tu as vu. Non? OK. Il y a pas beaucoup de photos encore, mais peut-être on peut en serrer teaser un peu. Ouais. Nice. Fait que t'as 3 gros projets. Ben en fait, il y a une 4e. Il est lancé ou pas? Oui, c'est lancé. En fait, j'étais invité d'assister dans l'organisation du Forum mondial du vélo, qui se déroule ici à Montréal en octobre cette année. Donc, je suis co-organisateur
organisateur du Forum mondial vélo. Wow. Ouais. Ça consiste à quoi? Ben, en fait, c'est 4 journées du discussion, débat, des artistes, des démonstrations. C'est plus sur l'industrie, c'est vélo en général? Non, c'est plus pour les activismes, pour advocacy, pour pousser le vélo comme mode de transport. OK. Ouais. Donc, je dirais, c'est rare pour quelqu'un comme moi qui commençait comme un cycliste haute performance et maintenant je transitionne un peu vers la mobilité, micro-mobilité, exactement. Okay. Donc, je suis vraiment dans les deux mondes et je vois des pros et des cons de chaque monde. T'es encore dans les deux ou t'as vraiment... Oui, je suis encore dans les deux. Ces jours-ci, j'ai pas beaucoup de temps de faire des courses. Mais l'année passée, j'ai fait Big Red pour la première fois. D'accord. Et c'était écœurant, j'adorais. Et j'ai oublié à quel point j'adore faire des courses à vélo. En fait, moi, je commençais à faire des courses du vélo montagne. Je suis à la base... Mountain bike. Mountain bike. J'ai fait des courses de descente, surtout à Bromont et d'ailleurs. Mais je fais tout... j'ai un BMX, j'ai... un grand passionné de vélo, là. Ouais, exact. Wow. Mais avec tout ce que tu as sur la planche, ça doit être difficile de trouver du temps pour faire... En fait, c'est difficile de trouver le temps de cuisiner pour moi-même. Non, pour de vrai, Est-ce que t'as une femme, t'as des enfants? Non. Non, pas le temps. Pas le temps, là. Heureusement, non. C'est pas lancé, sinon, ça. pauvre enfant. Faut appeler quelqu'un pour ses enfants. Les enfants, c'est éthique, c'est un rebicycle et tout. Ouais. Clairement, tes actions, tes envies sont teintées par des valeurs. Tu as clairement à l'avant-plan des idées très claires sur ce que tu as envie de promouvoir et de ne pas promouvoir. Moi, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Je t'ai connu par l'entremise d'éthique. Comment est-ce que tu vois ton travail de faire des vélos haut de gamme qui sont éthiques, qui sont à faible teneur en dépenses carbone et tout? Comment tu vois la place que tu prends dans l'industrie du vélo en ce moment? Ben, une place très petite pour l'instant. Quand j'ai lancé en 2018, j'étais pas mal le seul, je dirais, d'avoir une compagnie vélo axée spécifiquement sur le côté éthique, fabrication éthique. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui discutent ces aspects. Souvent, c'est du greenwashing. Ouais. Je dirais la plupart. Mais il y a aussi, c'est dans les dernières, ça fait combien d'années? 7 ans? On est déjà à 7 ans. Pendant les dernières 7 ans, c'est plus... mis de l'avant. Oui, exact. Okay. Il y a plus de monde qui parle les impacts de nos consommations. Ouais, mais on en parle maintenant, mais ça résonne dans la tête, mais il n'y a pas encore d'action. Tu sais, on le voit encore, là, on achète des bikes en carbone. Tu sais, on dit maintenant, ça... Avant, 10 000 $, c'était cher. Maintenant, c'est 20. La dernière fois, je suis allé dans un bike shop vélo, 25 000 $. Puis tu changes, c'est ça, tu le changes rapidement. Là. Tu sais, là, on dirait que l'industrie, elle a comme... c'est vraiment une industrie de consommation et de mode maintenant, le vélo. Là, depuis l'après-Covid, c'est un effet de mode, le vélo. Puis tu changes de couleur de vélo parce que c'est plus à la tendance. Mais il y a aussi cet aspect écologique qu'on a un peu oublié pendant le Covid parce que c'était pas la priorité, mais que petit à petit, je pense, ça va revenir. Tu vois, les marques, on parle comme des grosses marques, tu sais, je sais pas ce que t'en penses et tout, mais eux, ils en parlent, je sais pas si c'est greenwashing et tout, mais tu sais, comme ça, en mountain bike, qui ont décidé de plus faire de vélo de montagne en carbone, ils font que de l'aluminium. J'adore. Comment ça, j'adore. C'est des grosses marques comme ça qui ont dit, OK, non, nous, on veut prendre un virage, puis on va faire que de l'aluminium. Là. Ouais. Et Trek a fait un rapport pour leur impact carbone, une étude de côté environnemental, et il a trouvé, sans surprise pour moi, que c'est les vélos en aluminium qui sont le plus bas
empreinte environnementale. Moins que l'acier? Oui. Ah, wow. Oui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. OK. Mais c'est plus facile d'avoir encore plus de côté recyclé OK. dans Bah, le des béton. canettes, des trucs comme ça. Là, Exact. L'aluminium, c'est très, très facile à recycler et garder un bon alliage. Ouais, les propriétés Ok. de Exactement. C'est comme le matériel idéal pour faire un vélo, au final. Pour faire quoi? Ah. Moi, je suis un gros fan d'aluminium. Je dirais, on est spécialisé dans l'aluminium et je pense on est pas mal le seul au Canada, presque, pour faire des vélos sur mesure en aluminium. Il y a très, très peu. Parce que c'est plus complexe à fabriquer, à souder. Il y a aussi des traitements thermiques à penser. Mais pour moi, en tant que cycliste haute performance, l'aluminium, tu peux approcher la performance du carbone beaucoup plus proche que l'acier. Ouais. Et on a une plus grosse sélection de formes de tubes qu'on pourrait utiliser au cas des aspects de l'aluminium. J'ai apporté quelques tubes ce soir. On pourrait oui. Bien sûr. garder. Ouais, ça, c'est le tube. Ouais, ben, on discutait les caractéristiques qui sont particulières à l'aluminium. Donc, ça, c'est un tube pour faire des vélos aéro. Ce soir, je pourrais dire, on travaille actuellement depuis 2 ans sur une plateforme aéro all-road en aluminium. Gravel all-road, c'est quoi la différence? C'est quoi la largeur de pneu que tu peux mettre dessus? Exactement. Mais un tube comme ça, si tu utilises l'acier, ça devient extrêmement lourd. Ouais. Mais en aluminium, regarde comment c'est léger. Ouais, ça pèse rien. Ouais. Je t'attends pas à ce que ça pèse ce Non, poids-là quand tu exactement. fais. Mais en acier, forget it, Oui, c'est vraiment trop lourd. Je pourrais aussi comparer, j'ai apporté 2 head tubes. Ça, c'est en acier, ça, c'est en aluminium. C'est vrai qu'ils sont pas exactement la même longueur, mais tu vois quand même. ouais, ça, c'est je te lance dans la face. Ouais. c'est beaucoup. La différence, c'est énorme. Mais c'est l'aluminium, ça reste le composant, mettons, si on faisait qui est le meilleur rapport poids, travaillabilité et tout, empreinte carbone. C'est un peu le best of both worlds, genre. Ouais, ça, c'est vraiment... Donc, ça c'est un alliage en scandium. Scandium, oui. on pourrait ajouter aluminium pour faire des tubes extrêmement légers. Mais il y avait, en vélo de montagne à l'époque, ça, c'était la matière à avoir avant que le carbone soit ce qu'il est maintenant. Là, c'était ça. Là. Par contre, il les faisait très, très fin à un moment donné. Là, c'était le plus léger. Puis t'en as qui cassaient à côté du head tube, là, mais parce qu'ils étaient trop légers, les vélos. Là. On le voyait, c'était comme beaucoup plus fin que... Ouais. C'était aussi fin qu'une canette de Coke. Là. Ouais. Oh, wow. Ouais, c'était fou. Là. Ouais, pas celle-là, mais... Ouais. Puis il faut utiliser une baguette spéciale pour le soudage. OK. Avec le scandium dedans. Ah ouais, OK. Ça, c'est la bague. Ça, c'est ce que tu fais fondre, non? C'est ça? Non, pour la soudure? Non, c'est quoi le... Ça, c'est la baguette pour souder. Ouais, c'est ça, pour souder. Ouais, OK. Ouais. Oh, wow. Uh-huh. Et ça prend des années de travail, d'essais-erreurs, d'entraînement pour arriver à être capable de faire un produit qui... Ouais. Comment t'es lancé là-dedans? T'es ingénieur? Non. En fait, moi, j'ai fait mes études, les études d'Asie, comme le Japon, Corée, la Chine. J'ai étudié le japonais et le mandarin. OK. Et j'ai travaillé au Taïwan pour chercher les pièces pour d'autres marques et pour moi-même. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au Taïwan. J'ai déjà visité une dizaine de fois, genre. OK. Et c'était là où j'ai commencé à penser pourquoi on fait pas ça ici. Ouais. En fait, on faisait à l'époque, Québec et Canada, on faisait beaucoup de vélos à l'époque. Donc, on pourrait faire encore.
Donc, je vais expliquer un peu ma vision. Oui. Je veux pas devenir une frame builder artisanal, comme quelqu'un dans le cave, tout seul, ça, comme avec une dans lime. Doranavist, qui fait ça dans sa... limite. qui fait son vélo de ville. Non, gravel. moi, je crée une usine moderne, automatisée. Tu veux faire une production, là, tu sais, Des productions, des vélos sur mesure, mais avec le côté production, avec des systèmes pour automatiser la customisation. Un peu comme De Vinci fait avec les vélos de montagne qu'ils fabriquent chez eux, mais bon, c'est pas du custom, mais tu sais, c'est comme encore plus une production là, locale. Ouais, encore plus custom, Ouais. encore plus d'automatisation. Ça, c'est ma vision. Ouais. Comme une usine où on pourrait fabriquer n'importe quoi. Pas juste des pièces du vélo. Mais c'est dur. Moi, j'ai vu tes machines. Et là, j'aimerais que tu en parles un peu parce qu'il y a des machines polonaises. Oui, on a plusieurs machines. Les plus grosses machines pèsent 19 000 livres. Ouais. Et c'est une machine très spécifique pour l'usinage. Moi, j'ai étudié en usinage après l'université. En fait, pendant le COVID, quand on avait des délais de livraison de pièces Shimano de 20 mois, comme pour avoir un chainring spécifique pour Dura-Ace ou whatever, j'étais comme, c'est fou. En 20 mois, je peux apprendre comment en faire un chainring moi-même. Et j'étais comme, pourquoi pas, je vais faire ça. Donc, en 2021, j'ai commencé à étudier l'usinage. Et t'as fait ton premier chainring. Pas de chainring encore, mais je vais montrer ça. Ça, c'est une extrusion. Oh my God. Ouais, c'est lourd. Ça, c'est une extrusion en alliage 7005 aluminium que j'ai commandé sur mesure. Du Taïwan, une usine au Taïwan. That's the one. Pour faire les head tubes ici. Donc, du coup, après, tu les coupes et tu les usines, non? Ben, en fait, ça commence comme ça et on fait une sculpture avec cette machine qui pèse 19 000 livres. Mais ça prend autant de matériel pour commencer. Et on coupe. Après, OK, mais ça prend combien de temps? Parce que là, tu as quand même la place pour les copes, pour les bearings, les roulements, ouais. Tu as vraiment la place où tu vas souder ton top tube, ton down tube. Oui. Tu as la forme. C'est combien de temps de travail pour arriver à faire un... Ben, on est déjà à 2 ans et c'est pas encore fini. Oh my God, c'est du travail de moine, là. C'est... Donc, mais après, c'est le travail de 2 ans pour faire une sorte d'étude ou t'es capable d'en multiplier? Pour bâtir le système. Ouais, OK. C'est ça qu'on fait pour bâtir une chaîne d'approvisionnement, pour tout ce que ça prend. Par exemple, peut-être j'ai déjà expliqué l'autre fois, mais j'ai commandé le dernier morceau comme ça en Amérique du Nord d'un fournisseur aux États-Unis. Il y avait juste un seul morceau qui restait. Et le UPS a perdu le colis avec ce morceau que je ne pourrais pas acheter n'importe où. Ça n'existait plus en Amérique du Nord. Et ça, c'était en automne passé. Et j'étais perdu parce que une extrusion comme ça, il faut commander en grosse quantité d'une usine. C'est quoi le MOQ pour... Ben, on parle des centaines de pieds. Ouais, des centaines de pieds. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, le transport, il doit coûter une fortune. Là. C'est lourd. Là. Donc, heureusement, j'ai des amis au Taïwan et j'ai eu une plug pour une usine qui pourrait faire un favor pour moi. Ouais. Okay. Et il a fait une quantité très, très petite pour nous, vraiment comme moins de 10% de le MOQ standard. Et c'est pour ça que j'ai maintenant le matériau qu'il faut pour travailler ça. Pour travailler ça, exact. Mais là, ça va accélérer le processus pour... Ben, c'est pas juste accélérer, on pourrait commencer à faire l'usinage. C'est ça. Donc, maintenant, on a le matériau, on finit avec les
les fichiers SolidWorks. On a acheté des outillages spécifiques pour couper l'intérieur et l'extérieur parce qu'en fait, c'est très complexe à fabriquer quelque chose comme ça. Et l'intérieur est profilé aussi comme l'extérieur. Donc, ça prend des outils très spécifiques pour ça, des programmations pour les machines CNC et tout ça. Ouais. Tu dis que t'as pas d'enfants, mais finalement, les enfants, c'est les projets comme ça. C'est du temps. Ouais. Même chose pour les drop-out. Ça, c'est le drop-out. Okay. Donc, c'est pas nous qui a fait ça, mais on pourrait plus acheter ce morceau. Il faut qu'on fasse nos propres drop-out maintenant. Parce qu'il y a plus de fournisseurs pour un drop-out en 7005 en Amérique du Nord. Soit on commande en grosse quantité du Taïwan ou on fait nous-mêmes nos propres drop-out. Et t'es capable de faire ça toi-même? Oui, ou... absolument. Mm-hmm. C'est ça qu'on va faire. Wow. On a déjà commencé à fabriquer des drop-out. Et comment ça se fait que ces pièces-là sont plus fabriquées ou que c'est difficile à avoir? Qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est les tendances d'industrie. Parce que les vélos en aluminium, c'est pas vraiment à la mode présentement, c'est plus les vélos carbone. Donc il n'y a plus de production de c'est ça. Et surtout, les vélos sur mesure en aluminium, ça existe presque pas. On est rare comme une fabricante de câbles. Ouais, c'est que de l'acier ou du titane. Exactement ça. Mais pour moi, l'aluminium, c'est léger. On a une sélection de formes de tubes. C'est très recyclable et déjà recyclé. Le taux de matériaux recyclés déjà dans le tube est très élevé. Au Québec, on a beaucoup de production d'aluminium parce qu'on a le hydro. Donc, l'aluminium fait au Québec, c'est le plus vert au monde. OK. Avec l'empreinte le plus bas. Exact, au cause de nos hydro. Et est-ce qu'on a des usines au Québec qui seraient capables de faire ces pièces-là? Absolument, oui. Okay. Mais ça prend des quantités... Exactement, ça prend des quantités énormes. Pour nos vélos cargo, on fait déjà l'extrusion sur mesure avec l'aluminium fondu au Québec et extrudé d'ailleurs au Canada. Mm-hmm. Wow, c'est tellement... j'imagine les essais-erreurs et t'avances d'un pas, tu recules de 4, tu trouves les Mais c'est fou, tu sais, on a le... Il y a le potentiel ici, il y a la matière et tout, là, puis... Mais après, comme tu dis, c'est la mode du marché, c'est les demandes en ce moment, c'est plus cool c'est de flasher ton gros bike Trek en carbone et tout. Et moi, j'ai une question par rapport au... back in the days... T'avais ton Cannondale Made in USA. Je sais parce que avant l'accueil, on a acheté un Super 613, un Team 6, whatever, un vieux Cannondale à ma copine avec les tubes alu carbone et tout. Et c'est marqué Made in USA à peu près partout où on peut trouver l'espace sur le cadre. Les Trek avant, c'était souvent fait aux États-Unis et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je comprends que les coûts et tout, mais genre... Il y a une question de qualité, une question d'empreinte. C'était pas le coût, c'était le chercher plus de profit. OK. Parce que il y avait énormément de main-d'œuvre en Asie à très bas prix et les dirigeants de ces compagnies décident de outsource comme dans des pays en développement entièrement. Exactement. Et on voit ça en toutes les industries. Oui. On voit qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avec toutes ces décisions. On a maintenant Trump élu en partie parce que tous ces mondes qui travaillaient à l'époque dans les grosses usines ont plus d'emplois bien payés. Ils travaillent maintenant chez Dollarama. Ouais, puis il y a des villes qui fonctionnaient avec l'industrie puis qui ont tout perdu. Oui, ça s'appelle le Rust. Détroit et tout, là, je pense qu'il y avait General Motors, etc. The Rust Belt, comme les sections rouillées, où on avait beaucoup d'usines et maintenant, c'est toutes les usines comme qui sont en train de tomber, littéralement. Donc, c'est ça. C'était chercher plus de profit pour fabriquer des choses d'ailleurs.
peut-être on pourrait discuter Allied Ben oui, maintenant. justement, Parce que très récemment, il a annoncé qu'il commence à fabriquer leur vélo en Asie. Et franchement, j'étais... C'est qui, eux? Allied. Ben, on va expliquer c'est quoi Allied. Oui. Parce que Allied, en fait, à l'époque, ici à Montréal, on avait Guru. Ouais. Guru que j'adore en tant que compagnie dans l'histoire du vélo. Guru a fait des vélos en tous les matériaux. Alu, acier, titane et carbone. C'est très rare. Ouais. Mais eux aussi, je pense, étaient plus côté passion, moins côté l'argent. Et finalement, ils ont fait faillite. Quelqu'un a acheté tous les outillages et le savoir-faire aussi. Il a pris quelques personnes de Guru et... qui sont partis aux États-Unis, là? Et partis aux États-Unis. Exactement, en j'en Arkansas. connais qui sont partis là-bas, ouais. Mm-hmm. Et il a rebâtir l'usine de Guru là-bas, en Arkansas, Bentonville. Oui, c'est vrai, je me souviens. Et tout le carbone a été fait. Et il fait toujours beaucoup de carbone là-bas. Mais Bentonville, en Arkansas, ça, c'est la ville du Walmart. Ça, c'est le HQ de Walmart. Et les frères, les deux fils de Walmart à faire investissement en Allied. Et j'imagine que... Ça l'a encouragé peut-être il y a une connexion entre l'investissement les Waltons et la décision de faire plus de production en Asie. Parce que ça faisait partie de ton trademark aussi, made here and there et tout l'idée. Exactement, parce qu'on utilisait depuis le début les fourches Allied. Ça, c'est une fourche Allied. On est... c'est demi-peintre. Ouais, c'est tout carbone. Parce que il faut prendre 2 minutes pour discuter le carbone qu'on utilise sur nos vélos. Je crois que les jantes et les fourches pour des vélos haute performance, ça vaut la peine. Mais c'est difficile à dire que ça vaut la peine, mais les clients demandent ça. Il faut avoir les fourches en carbone pour un vélo haute performance, sinon t'es dead. Tu vends jamais une vélo à 5 000 $, 10 000 $ avec une fourche en alu. Ou c'est peut-être si tu fais la fourche toi-même. Puis il faut enlever la croyance parce que la particularité de la fourche en carbone, c'est qu'elle va absorber beaucoup plus que de l'aluminium ou de l'acier. Puis peut-être que ça peut changer, mais dans la tête des gens, le carbone sur la fourche est... On va discuter maintenant parce que c'est très important. On va reprendre Allied. C'est comme si tu dirais tu peux changer tu peux enlever ta fourche à suspension puis mettre des pneus qui vont faire la job là, pareil là, c'est démystifier tout ça. Puis... Il faut discuter les misconceptions de est-ce qu'on pourrait dire ça en français? Peut-être pas. Oui, mais des défauts de fabrication ou des les mauvaises croyances. Des mauvaises croyances. Merci. Pour l'aluminium. Le premier, plus important, c'est que l'aluminium n'est pas confortable. Ça, c'est absolument pas vrai. Pourquoi l'aluminium a cette mauvaise croyance? C'est parce qu'à l'époque, quand les vélos de route en aluminium ont commencé à sortir, comme des Cannondale que tu parlais tantôt, on avait des grosses tubes avec des pneus 21, 23, peut-être 25. Pompé à 100, 120, 140. Exact. Boyaux 140. Ridicule. Moi, j'avais des boyaux 140, 21 mm. Allez, j'ai mal au bras. Ben, c'est ça. C'est pas de l'aluminium. C'est la faute de pneus et les jantes qui sont extrêmement minces. Maintenant, c'est incroyable. Là, les exact. Pneus, c'est et large. En fait, je parlais avec Nick, qui est propriétaire de Boutique Tout Terrain, qui est notre partenaire détaillant. Et à l'époque, il fait le voyage avec Cervelo.
D'accord. Parce qu'il était un dealer de Cervelo depuis longtemps. Et Vrooman et White, ça c'est le deux gars qui a lancé Cervelo. Vrooman a dit à Nick et l'autre monde qui était là que on n'a pas vraiment besoin de faire des vélos en carbone pour le confort. Parce qu'on a juste besoin des pneus plus larges et les jantes plus larges. Mm-hmm. Comme ça, on pourrait faire des vélos en aluminium très confortables. Mais l'industrie a poussé le cadre en carbone pour plusieurs raisons. Le confort était pas vraiment la vraie raison, selon moi. C'était plus encore chercher plus de profit. Parce que la prod, elle est faite. Parce que la production est faite d'ailleurs. Et aussi, le main-d'œuvre n'a pas besoin autant d'expérience que le soudeur. Oui. Faire les lay-up en carbone, c'est assez facile à entraîner. Après, c'est quelqu'un. Le four qui fait la job, mais c'est l'outillage. Moi, j'ai visité plein d'usines carbone en Asie. C'est des grosses salles avec des vieux madames qui fait des lay-up. Qui mettent des lay-up. Ou c'est des enfants vietnamiennes, genre. Oh, wow. Comme 18 ans, 19 ans, qui ont une visa de travail pendant 6 mois. Comme on a ici pour prendre des patates. Les récoltes. Les récoltes, exactement. C'est exactement le même système pour le main-d'œuvre là-bas. Ça prend 2 semaines pour entraîner quelqu'un comment on fait le lay-up pour un tel vélo. Okay. Mais le soudage, soit ici ou d'ailleurs, ça prend un bon soudeur pour souder des vélos. Mm-hmm. D'après moi, ça c'est pourquoi l'industrie a poussé les vélos en carbone. Et après, le marketing a fait la job. Exact. T'es toujours le monsieur très fier de dire, moi, j'ai un bac en carbone. Le carbone, c'est genre le matériel. C'est exactement. Praise the Lord. Exact. Si c'est pas un vélo en carbone, c'est moins bon. T'es pas un pro. OK. Wow. J'ai toujours pensé que c'était plus dur de faire un bac en carbone que de faire un bac en... Mais non. Okay. Non, c'est juste des couches de... C'est plastique. Carbone, c'est du plastique. Ouais. Plastique renforcé. Et le lay-up, c'est juste le renforcement. Et on shoot le plastique dans le on chauffe. C'est comme faire des biscuits. Des muffins. Non, c'est pour de vrai. C'est vrai, ouais. Mm-hmm. OK. Puis, as-tu d'autres fausses pensées sur l'aluminium? Peut-être on pourrait lire le commentaire qu'on discute tantôt. Il y a une segment aux États-Unis sur la télévision américaine avec Jimmy Kimmel, ça s'appelle Celebrity Mean Tweets. Oui, ils lisent les tweets que les gens... Exact, ils lisent les tweets qui sont pas gentils envers les celebrities. Donc, quelqu'un a laissé un commentaire sur l'Instagram de Éthique et je vais lire. Vas-y. OK. Je nomme pas le personne. Honestly, though, il y a le même métaux dans ton Garmin et le fond duquel tu postes, puis c'est convenient as hell de placer la ligne de la consommation éthique là où ça nous tente. Plus l'aluminium est la matière la moins durable pour faire les frames Fatigue Life. OK. Ça, c'est le commentaire. J'aime à quel point tu peux faire tout ce que tu peux pour créer un produit qui est équitable, éthique et tout. Il y a toujours quelqu'un qui va quand même... Les haters. Il y a toujours des haters. C'est fou, hein. Mais ils sont que sur les réseaux, les haters. Puis cette personne qui a fait ces commentaires, il roule une T-Labs. Très beau. T-Labs, ils font des vélos extraordinaires en titane. Cette cadre, si tu achètes aujourd'hui, ça commence à 4 450 $ pour le cadre. Juste le cadre puis le fourche. Ça fait un bike à 15 000 montées. Nous, on pourrait faire des vélos en aluminium sur mesure complet pour moins de 4 000 $. Donc, premièrement, je trouve que avoir les options haut de gamme sur mesure accessibles, abordables pour du monde, ça c'est important. Oui, c'est vrai que l'aluminium, il n'y a pas le même fatigue life, le vie, je sais pas. La durée de vie. Durée de vie de titane. Titane et l'acier, ils ont le plus long durée de vie en tant que matériau. Mais avec les bons tubes, avec le bon engineering,
ça a duré plus qu'une dizaine d'années. Facile. Et on sait que les gens ne gardent pas leur vélo 10 ans. Exactement. Non, puis ça reste relatif. C'est quoi la fatigue? C'est 30 000 km? Bon, ça dépend. Ça Il y a 40 000, beaucoup- 50 000. tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Mais c'est quand même une. Tu sais, c'est quand même des kilomètres. Je veux dire, le commun des mortels fait pas 10 000 km là, en moyenne. Là. C'est les mêmes quand tu roules aussi. Là. Ouais. Quelqu'un qui pèse 80 kilos, qui pousse Ouais. des gros watts. Mais tout le monde fait pas 10 000 km par an. Il y en a Ben très non, peu là, qui Ouais. Mais dépassent même là, les je pense que c'est 10 000, plus que là. 30 000 Puis, km. Donc, t'es capable de faire une coupe d'années. Là. Oubliez pas que la plupart des vélos fabriqués au monde sont faits en aluminium. Tu le fais fondre. Là, puis- Ouais. On garde des millions et des millions et des millions de vélos qui sont fabriqués partout au monde en aluminium. Parce que c'est abordable, c'est facile à travailler, c'est assez performante pour faire n'importe quel type de vélo de course, comme Commensal qui font des vélos de Ben descente oui, les DH en en Coupe du aluminium. Monde, OK? C'est assez fort pour faire les vélos de descente. C'est assez fort pour faire... Toutes les vélos de descente étaient faits en aluminium à l'époque. Moi, toutes les vélos de descente que j'ai étaient toutes en aluminium. Touche du bois, j'ai jamais cassé le un. carbone, c'est pas si vieux que ça. Là. Ça a commencé mid-2000, là, les débuts. Là. Avant Exact. ça, c'était l'aluminium qui était prédominant. là. Après, t'as l'entretien de ton vélo aussi. Moi, tu sais, les affaires de genre Crackendale et tout, tu sais, je m'excuse, mais si t'achètes un bike, il a jamais été en bike shop, t'as jamais changé ton bottom bracket, t'as jamais juste ne serait-ce que nettoyé Mhm. ton filetage, laver ton jeu de direction. Je veux dire, je fais des années à 15, 16, 17 000 km, puis j'ai jamais eu les mêmes problèmes que des gens que j'entends être très vocal sur des problèmes de vélo. Par exemple, mon bike, à chaque année, je le démonte, je le nettoie, je l'entretiens. Tu gardes, si jamais il y a un problème, tu peux voir avant oui. que ça craque. Soit maintenant, tu le changes. T'as fait une saison. Non, mais t'as fait une saison, tu le vends, tu le démontes pas. Je me rappelle à l'époque, ton bike, tu faisais 3-4 ans avec le bike. Souvent, quand on en faisait intense, nous, on cassait les frames parce qu'on mettait trop d'intensité, mais l'hiver, on le démontait au complet, tu Ben le oui. nettoyais, tu regraissais, puis Mhm. au moins, ça, c'était chaque année. Là. Puis si C'est pas jamais- la réalité, là, maintenant. Si jamais un cadre en acier ou en aluminium est ficheuré, Ça, c'est ça. et on pourrait recycler, Ouais. mais le vélo en carbone, ça recycle pas. Il y a beaucoup de greenwashing autour de ça, mais on pourrait pas recycler le carbone pour de vrai. On pourrait pas juste fondre carbone et refaire un autre truc en carbone. OK? Parce que c'est un matériau composite. C'est pas un alliage du métal. Ouais, c'est une C'est recette, comme, là. c'est comme si Comme on une- a un biscuit avec les œufs, du lait, du sucre, du sel. Ouais, tu peux pas récupérer. Tu peux pas matière. récupérer Ton du œuf. lait. Ouais. C'est impossible. Ouais. Même chose pour le carbone. Parce qu'après, tu fais tout le mélange, c'est cuit et ça devient un truc uniforme. Mhm. On pourrait pas séparer. Est-ce qu'il y a une mentalité, est-ce qu'il y a une ligne dans le sable où tu dis, j'ai acheté un vélo en carbone, il faudrait que je l'aille pendant 25 ans, 20 ans, 15 ans pour que j'aille effacer un peu ma dette d'empreinte carbonique? Y a-tu cette ligne-là qui existe ou... C'est une très bonne question. Moi, je suis assez radical, je dirais, dans ma philosophie. Les vélos haute performance, c'est un luxe. Ok. C'est notre passion. Mais d'après moi, on n'a pas vraiment... comment on dit ça avec gentillesse? C'est un peu comme On n'a pas besoin des vélos carbone. mais c'est un peu comme le gars qui roule avec sa Porsche Ouais, à Montréal. Je veux dire, est-ce qu'il a besoin d'avoir une Porsche Carrera Ah, mais disons les choses. pour aller à la job, là. personne qui se paye un Pinarello à 25 000 l'utilisera pas à sa pleine capacité. Là. Mais- Non. Tu sais, c'est- Exact. Et même à le plus haut niveau, même au Tour de France, pourquoi on a besoin de vélos jetables, qui sont jetés à chaque fois qu'ils tombent? Ouais. On pourrait faire des courses à haut niveau, même avec des vélos en métaux, en acier, en aluminium, en titane, qui sont recyclables, qui sont pas juste jetés. Ouais. Je déteste C'est drôle que tu dises Ouais. le mot jeter, ça it rings a bell. Il y a un documentaire qui s'appelle le True Cost sur le Ah. fast fashion et tout. Ouais, je l'ai vu. Puis ouais. je pense que c'est un sociologue qui dit le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on traite des biens non jetables comme des paquets de gomme.
il explique que là, dans le temps de nos parents, ton père achetait une paire de jeans, il a fait 2 ans, 3 ans, quand elle était pas réparable, il en achetait un autre. C'est ça qui est censé arriver. Et là, on vit dans une époque où... Des chambres à air. Des chambres Les chambres à air, moi, oui, quand j'étais petit, là, on les jetait quand tu avais 10 trous. Là. Tu sais, tu mettais des rustines. Tu la sortais, il y avait des rustines partout. Là. Tu les jetais. Maintenant, t'as un trou, là, tu jettes à la poubelle. Exact. Ça, en fait, ça, Puis c'est un très bon premier à le point. faire, là, C'est un très bon point. Beaucoup de magasins vélo, d'ateliers vélo, ils font beaucoup d'argent sur le changement de crevaison. Ouais. Comme presque la moitié, genre, des fois. Mais ça, c'est ridicule. Pourquoi l'industrie ne met pas plus de puissance engineering en faisant des pneus en mousse sans chambre à air? C'est sûr que c'est techniquement possible d'avoir un pneu sans air qui tu peux pas avoir une crevaison. Il y a un business là-dedans, il y a de l'argent. Ben oui. Donc, Je donnerai pas de place, mais j'ai toujours mes chambres à air. Puis là, cette fois-là, j'en avais pas. Et déjà, la chambre à air, ils te la font payer 20$ quand ça a dû leur coûter au cost comme 3,22$, genre même pas 2$. Puis la main-d'œuvre. Le gars me proposait de me changer ma crevaison pour 20$ de frais. Pour 5 minutes. Ouais, mais parce que c'est... Imagine le consommateur qui a pas la connaissance ou qui se sent aliéné. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, mais en fait, pareil, ça, c'est une tendance qu'il y a maintenant. Un client, avant, il serait jamais allé dans un bike shop pour changer sa chambre à air. Il l'aurait fait lui-même. Mais là, maintenant, la facilité, c'est comme, j'ai un flat, je vais aller au bike shop, puis il va me le faire. Puis je suis prêt à payer le prix qu'il faut parce que dans le fond, la base de la base, quand tu fais du vélo, là, tu sais, je dis pas pour quelqu'un qui fait du vélo de ville, mais quelqu'un qui fait du vélo de route ou du mountain bike, la base que tu dois savoir faire, c'est changer ta chambre à air. Tu sais, peu importe où ça t'arrive. Je me rappelle à l'époque, quand on faisait des courses de cross-country, t'avais pas de dépannage, y'avait pas quelqu'un qui changeait ta roue. T'avais ton kit de réparation, tu changeais ta chambre à air, tu t'entraînais à changer ta chambre à air. Il y a plus ça. Donc en fait, tu sais, oui, c'est cher, mais en même temps, le client est prêt à payer ce prix-là, il y va, parce qu'il pourrait le faire lui-même. Là. Ça prendrait... Mais en fait, ça démontre plusieurs problèmes dans l'industrie. Premièrement, pour ceux qui roulent en ville, par exemple, on n'a pas une bonne sélection de pneus en mousse sans chambre à air. Ça, c'est un problème. Et aussi le côté marge pour l'atelier vélo. Parce que c'est extrêmement difficile de faire l'argent dans l'industrie de vélo. Ils cherchent partout pour une toute petite marge. Donc, je comprends pourquoi l'atelier charge 20$ pour changer le chambre à air. Parce que c'est un des très rares places où ils pourraient faire un bon marge. Oui, parce que les gens font moins des mises au point complètes qui seraient intéressantes. Chaque année, là, tu fais ton tune-up qui te coûte cher, mais en même temps, ça prend soin de ton vélo puis tu es capable de le garder des années. Là. Et il y a de moins en moins ventes d'accessoires, des pièces et accessoires parce que tu peux acheter en Amazon ou whatever. Ouais, c'est ça. Donc, pour avoir un atelier vélo présentement, franchement, la situation dans l'industrie du vélo, aujourd'hui, c'est catastrophique, je dirais. C'est extrêmement difficile de faire l'argent. C'est extrêmement difficile de garder des bons techniciens parce que tu peux pas payer comme il faut. Non, puis maintenant, il y en a très peu, donc ça a pris beaucoup. Les salaires sont très hauts, puis tu sais, il y a comme un plafond que tu peux plus... Exact. C'est vraiment difficile. Et ce qu'on fait chez Ethic et chez Rebicycle, c'est encore plus difficile que juste vendre des vélos qui sont venus en boîte. C'est pas juste, je commande un container de vélo direct de la Chine. Il faut prendre 2 ans pour faire un système comme ça. Non, mais c'est fou. Ton research and development, il est gigantesque. Tu sais, t'as pas les moyens d'une compagnie énorme qui peut se permettre d'avoir 25 ingénieurs qui te font ça et tout. Mais après, tu sais, what is the cost? C'est quoi le vrai coût d'un vélo? Chez Decathlon, ils nous disent souvent que les vélos qu'on vend en moyenne font 5 km. Je pense que c'était le bon moment de revenir à Ally. Parce qu'en fait, il y a une bonne discussion à faire exactement de ce côté. En fait, il y avait un article, ça fait 2 semaines,
J'ai fait la traduction avec Google Translate. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais je vais Ils juste... font ça bien maintenant. Je vais juste lire. Ça, c'est le CEO de Allied en expliquant pourquoi il a pris la décision très difficile d'aller en Asie pour faire le carbone. Je vais lire le quote. Nous avons atteint un point crucial où nous nous sommes demandé que voulons-nous faire? Voulons-nous nous concentrer sur le produit et le client ou voulons-nous nous concentrer sur notre activité de fabricant? Parce que essayer de faire les deux en même temps est vraiment difficile. Wow. Et c'est exactement ce que je fais maintenant. Je fais le truc qui était trop difficile pour Allied à faire. Ouais. Mais ça doit briser leur cœur quand même, si c'est des passionnés de devoir envoyer la prod ailleurs, de devoir casser un peu leur valeur pour faire survivre la compagnie. Au final, ça doit être difficile. Je veux dire, ouais, t'es driven by your values, puis là, t'es comme... Fuck, je peux pas tout faire, genre, faut que je choisisse. Et moi, je suis un romantique dans la vie où je pense que des fois, on devrait être capable d'éduquer les consommateurs, les clients sur, justement, pour moi, acheter quelque chose, c'est un contrat, c'est un two-way street où, genre, tu vas t'acheter un bike, mais tu sais, tu devrais t'engager à l'entretenir, à le comprendre, à l'apprécier, à le maîtriser, à l'utiliser dans la durée, justement. Et quand tu le revends à quelqu'un d'autre, tu le revends à quelqu'un qui va le réutiliser puis qui va le... Tu sais, il n'y a rien, je trouve, de plus valorisant quand tu dis, OK, ça, c'est plus pour moi, je le mets à vendre. Puis tu trouves un passionné qui avait pas l'argent pour acheter le vélo à sa sortie. Et là, il capote parce que c'est son dream bike. Et là, tu sais que la personne... va repartir avec, puis tu viens de donner 4-5 ans d'années de durée de vie à ton vélo de plus. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a tellement accès à tout que les gens sont comme I want the next best thing, puis ils font juste sauter et tout, mais ils comprennent pas. Tu sais, ton casque de vélo. Ben, un casque de vélo, tu devrais en avoir un qui dure 5-10 ans. Tu sais, tu devrais pas changer à chaque année ton casque. Puis après ça, essaie de vendre un casque sur Marketplace. Les gens font pas confiance, ils vont pas te l'acheter, donc ça finit où? Au village des valeurs ou dans les poubelles. Donc, c'est là où je pense que le bon équipement, quitte à ce qu'il soit même plus cher à la base, mais que tu acceptes la durée de vie et tout. Je trouve, bref, c'est important d'éduquer les gens et qu'ils comprennent un peu dans quoi ils s'embarquent. Et je trouve que des fois, les compagnies, on n'est pas bon là-dessus, où on veut vendre le trop gros truc. Le nombre de fois sur un plancher de vente où je disais à des gens, t'as pas besoin de ce vélo-là. T'as besoin d'un vélo qui va être confortable, qui va te faire découvrir la pratique, qui va te donner le budget d'acheter des accessoires aussi. Parce que des fois, je vois des gens... À toutes les fins de semaine où je suis en plancher dans le magasin, j'ai 2000$ de budget, le bike est 1995$, je veux ce bike-là. Non, ce que tu veux, c'est un bike à 1200$ avec 800$ pour t'acheter un casque, des cuissards, des souliers, des bouteilles d'eau qui vont t'amener. Des chambres à air. Non, mais c'est vrai. Les gens, ils comprenaient pas, puis je suis comme, ce qui va arriver, c'est que tu vas acheter ce bike-là, tu vas faire un flat. Tu vas réaliser que tu sais pas quoi faire, t'as pas les outils, t'as pas la chambre à air, tu vas revenir me voir, tu vas acheter encore 150$ de stock, puis la semaine d'après, tu vas voir que t'as fait 50 km, puis tu vas besoin d'un cuisson. Je suis comme, you have to think ahead, puis il faut que tu sois capable d'avoir une discussion avec le client où tu vas travailler la confiance, la relation d'affaires, parce que si le client il a confiance en toi, il va revenir pour son entretien et tout. Bref, je pense qu'il y a faire de la bonne argent maintenant ou d'en faire adéquatement sur plusieurs années avec les clients. Ouais. Puis je pense que c'est l'accélération de la pratique avec le fait qu'il y a eu une pénurie puis que tout le monde voulait s'arracher des vélos à un moment donné, ça a fait que c'est un peu... C'est con là, mais c'est un peu devenu du fast fashion, là, le vélo. Là. Que, avant, tu gardais quand même... Il y en a toujours là qui vont changer de vélo chaque année, mais tes souliers, tu les gardes 2, 3, 4, 5 ans. Ton casque aussi, ton vélo, tu le gardes un bout. Mais là, on dirait maintenant, c'est rendu que... t'achètes un bike, puis l'année suivante, tu le vends, puis t'en achètes un autre. Il y a toujours une meilleure technologie. Mais c'est ça. Mais en plus, puis les compatibilités sur les trucs, quand t'achètes du haut de gamme, la compatibilité, elle est très limitée. Donc après, c'est plus difficile de trouver des pièces de rechange et tout. C'est moins optimal. Donc tu vas le vendre, tu vas acheter le dernier truc. Non, mais une patte de dérailleur. Mais peut-être on pourrait parler de les transmissions électriques. C'est un point que je voulais aborder, que je sais que toi, tu m'as dit, sur mes vélos éthiques, c'est mechanical ou... Ouais, ça c'est un des trucs assez radical de moi, je sais pas, mais chez Éthique, on a
le politique de ne utilise pas les transmissions électriques sur nos cadres. C'est un no. On avait fait une fois. Et tout le monde pourrait regarder l'Instagram pour lire ma explication complète pourquoi on avait fait une fois. Mais ça fait aucun sens pour moi de mettre une dérailleur électrique avec des moteurs et des batteries. C'est juste, il y a des électroniques partout dans nos vies aujourd'hui. Et quand je suis sur le vélo, c'est de sortir, de escape, tout ça. Mais tu vois, moi, sur mon bike, là, j'ai eu l'année dernière là, le bike avec, justement, je voulais essayer l'électronique. C'est la première fois, moi, j'ai toujours été en mécanique là, depuis. Puis pour moi, ça marche. Là. C'est fiable, il n'y a pas besoin d'entretien, ça marche. Mécanique. Là, j'allume mon GPS, là. Batterie faible, de manette gauche, de la droite, du derrière avant, c'est comme... Il y a tout le temps un truc qui va pas, puis faut tout le temps, genre, charger ça, ça... Non. Un bike mécanique, là, ça shift. Ça shift tout le temps, là. Si ça shift pas, c'est que ta chaîne, elle est sale, ta transmission, tu nettoies, mais c'est rare que ce soit grippé, puis que si tu mets un bon câble avec du téflon dessus, là, ça marche puis super bien. On parle de compatibilité. Tu peux pas mélanger les vieux dérailleurs électroniques avec les nouveaux shifters parce qu'ils communiquent pas. Faut update le software. C'est ça, faut update. Moi, ça me rend fou. Est-ce que tu penses je pense qu'il y a présentement, il y a comme un retour en arrière aussi. Oui, là, je vois ça commence. SRAM avec le nouveau Transmission Mechanical, j'étais yes. Ouais, parce que moi, c'est une question que j'avais à te poser, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe si dans 5 ans, il n'y a plus de mechanical? Non. Parce que j'ai pas les moyens de m'acheter des trucs Paul ou des trucs à genre 1000 mais 450 pièces minimum, un dérailleur arrière. Attends, mais j'ai sauté parce que c'est rendu cher, là, genre juste une cassette SRAM, tu sais, un 12 vitesses, c'est genre 300, 400, 500 pièces, puis les Reds, c'est genre 700-800 pièces. Comme toi, t'es un consommateur, tu t'as acheté un bike, t'es genre, ok, c'est bon. Et là, tu vas t'acheter des pièces pour entraîner ton vélo, puis tu vois le prix, puis tu te dis, oh my god. Ouais. Maintenant, ça coûte cher de pas nettoyer ta transmission, changer ta chaîne quand il faut. C'est fou. Mais donc, il y a un shift il y a un retour en arrière sur du mécanique dans l'industrie du vélo. Là. On est correct pour une couple d'années encore pour avoir... Ouais, non, je pense... mais c'est pour une certaine catégorie l'électrique, parce qu'après, en dessous, le mécanique, c'est une valeur sûre, là. Je sais pas si un pro voit la différence entre un Dura-Ace 11 vitesses mécanique ajusté Non, mais quand tu passes une certaine catégorie, par exemple des vélos de route, tu vas avoir l'électronique, mais il y a une grande majorité des vélos, ils sont mécaniques encore, ils sont vendus mécaniques. Là, c'est juste le top. SRAM est rendu à 105 mécanique. SRAM, il offre l'Apex maintenant. Shimano, Apex, ouais. Ouais, mais ils ont... Campagnolo est un peu le dernier qui est genre... on va rester en partie mécanique, mais Campagnolo, c'est un love and hate relationship parce que ça marche bien, mais c'est dur à ajuster et à maîtriser. Mais... Ouais. Et en plus, il faut pas oublier le côté environnemental de toutes ces électroniques qui sont jetées après 5 ans. C'est pas réparable. Non, c'est pas réparable. C'est pas... Si c'est assez vieux, peut-être SRAM ou Shimano, ils ont plus de batteries qui fit. C'est juste un autre truc jetable avec une empreinte environnementale très haut. Par contre, une dérailleur mécanique, c'est recyclable. Ça va tellement bien, là. Pour moi, ça chiffre bien, là. C'est fou, là. Ouais. Puis là, t'as le... Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est... Tu sais, moi, j'aime SRAM. J'ai toujours aimé SRAM parce qu'en vélo de montagne, ça... Tu sais, ça vient du vélo de montagne, que ça chiffre, là, ça clac. Tu l'as pas sur le AXS. Puis Shimano, qui est smooth, là, ben, c'est tellement smooth quand tu changes les vitesses sur un... Tu sais, ça va super bien un câble, là. En vrai, c'est super fonctionnel, puis c'est fiable. C'est du marketing. On a vendu aux gens l'idée que si tu veux être cool, ça te prend une transmission
électronique. Puis... Mais c'est drôle parce que j'avais fait les formations Shimano sur leur hub. Et les premières formations DI2, ils expliquent que c'est fait pour... Les manettes étaient pensées pour les femmes et les gens qui ont des petites mains. Parce qu'il disait que le gars de Shimano t'explique que le gros shifting de upshift, après des longues rides, ça peut être dur sur les poignets et que le DI2, c'était juste des clics-clacs et que il l'avait vraiment fait pour cette idée-là. Il disait que c'était vraiment fait pour les gens qui ont des petites mains ou pour les femmes qui sont fatiguées de genre faire des grosses rides. C'était l'explication. Pourtant, Shimano, c'est smooth là, quand tu changes les vitesses. Là. Ouais, mais 100% d'accord, mais c'est... Avez-vous vu le gars sur Instagram? C'est un mécanicien, il y a des vieux bikes italiens, puis il arrête pas de... Tu sais, il reprend des vidéos de genre shifting de SRAM électronique, puis après ça, il te montre un shifting de Campagnolo record des années genre 80. Non. Puis il fait toujours la comparaison pour montrer que justement du mécanique bien entretenu, bien ajusté, ça shift seamlessly aussi. Genre, il n'y a pas de... oui. Ah ouais. Peut-être 2 mots sur les freins. Oui. Parce que j'ai mis dans mes notes les freins caliper de Cane Creek, de EE Brakes. Oh oui. EE Brakes, c'est comme le top du top pour les freins à jantes. Ils les font encore ou Oui, ils font encore, mais ils ont fait un prototypage pour les freins gravel, des freins à jantes gravel, donc plus gros, que tu peux utiliser une pneu 38 ou 40. Okay. Et j'étais sur la liste du frame builder qui avait accès à acheter des paires. Il fait juste une seule production de cette frein. Genre édition spéciale. Ouais. Et ils disent, on fait pas la production pour de vrai, c'est juste une fois, c'est juste pour les frame builders. Si tu veux, il faut acheter maintenant. Le cost... Le cost pour un set de ces freins gravel pour jantes, c'était plus que 600 US. OK. Et j'étais comme, man, j'ai vu vraiment ces freins-là, mais je peux pas. Non, c'est ridicule. La paire, quand même. Mais 600 US. Ouais, pour la paire. Non, la paire, non, mais... on parle de presque $1000 canadiennes pour une paire de freins... Ça va être vendu à 1850 $ à des clients. Puis en plus, si je fais ça pour une bike de moi-même, pour montrer, regarde, tu peux rouler gravel avec des freins à jantes parce que c'est moins complexe. Tu charges 2000 $ pour les... je pourrais pas acheter encore. C'est juste une fois. Et dans le fond, l'industrie, il pousse souvent des choses ridicules qui ajoute la complexité, qui ajoute le coût au consommateur, qui ajoute le temps pour la main-d'œuvre, pour les pauvres techniciennes à faire le câblage à l'intérieur. T'as-tu vu le cockpit de guidon avec l'écran dans le cockpit? Oh. T'as vu ça? Non. Ils ont passé ça sur Facebook et tout. C'est un couple qui a fait un Kickstarter pour faire un guidon carbone. Et dans le milieu du guidon carbone, t'as un écran avec genre ta donnée et tout, comme si ton Garmin était intégré dans le cockpit. T'as pas vu ça passer? Non. Il y a une histoire de OnlyFans de couple pour payer ça à son enfant. Pourquoi ils pourraient faire un rack où tu t'intègres ton téléphone directement dedans, là? Ça marchera jamais aussi bien qu'un téléphone, en plus. Ah, mais... Okay. Une batterie, tu charges ton téléphone, puis tu intégrais dans ton truc en carbone, là, ça marcherait là. Mais Ben, aujourd'hui, en 2025, là, comment on magasine un vélo adéquatement, comment on met notre cerveau à la bonne place, comment on réfléchit. On est bombardé sans arrêt sur Instagram, Facebook, la télévision, les pros. Quand tu vois le pourcentage d'argent que les compagnies mettent dans du marketing pour exciter les gens, là, comment on se met dans un état d'esprit qui fait en sorte qu'on prend un vélo pragmatique qui va... On cut off pas sur la performance, sur le design, la beauté, mais on fait des choix judicieux. Là. Comment on s'y retrouve? Y a-tu des groupes, y a-tu des registres, des manières de bien magasiner écologique, éthiquement un vélo? Ou, Ben, pour choisir un vélo... Premièrement, c'est la grandeur. C'est aller dans un magasin où ils sont bons en fit. Faut avoir quelque chose qui fit bien.
forget about the material. Le fit, c'est le plus important parce qu'il faut être confortable sur un vélo. Comme ça, tu vas aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas aimer rouler. Ça, c'est primordial. Moi, je suis une fan de vélos en métaux. Metal bikes for life. N'importe quel matériau, aluminium, l'acier, titane, parce qu'il dure très longtemps. Le carbone, si tu jettes sur une roche, c'est fini. C'est plus sécuritaire. On pourrait pas justifier ça en 2025, des trucs jetables, des trucs qui sont pas recyclables, d'après moi. Faut trouver quelque chose qui ont pas trop de standards spécialisés avec des trucs que tu peux pas acheter en 5 ans. Garde quelque chose avec des standards relativement... Est-ce que tu penses que si les gens savaient l'empreinte de chaque vélo dans un bike shop, ils choisiraient différemment? Genre, si tu avais un bike shop qui dit moi, j'ai un bike en aluminium, en 105, voici son coût en environnement, et voici à côté le même vélo, mais la version carbone en 105, est-ce que quand les gens verraient la différence, ils diraient « Oh shit, je vais prendre aluminium » ou... C'est une bonne question. Franchement, je pense pas. Je pense que ça change pas le cerveau de la plupart du monde parce que c'est une luxe, c'est un mode de vie, c'est de montrer tes amis, moi je suis cool, je suis pro. C'est comme une auto, hein. C'est comme une auto, c'est comme une montre, genre. C'est un objet de valeur. C'est un objet de luxe, de fashion. C'est une extension de ta personnalité au final. Exact. Et pour moi, le truc, c'est que j'ai fait ça avec Rebicycle, OK? Faut convaincre les gens que le truc éthique, ça, c'est les choses cool. Si, par exemple, on a vu avec Standard, ça, c'est la marque allemande, qui font des vélos en... carbone, eux, ils font des vélos en aluminium. Et c'est vraiment cool. Il y a du hype derrière Standard. J'adore ça. Faut pousser le hype pour les vélos en aluminium, les vélos en acier, même les vélos en titane. J'ai des problèmes avec titane comme matériau pour des autres raisons. Premièrement, c'est trop cher pour la plupart du monde. C'est pas accessible. Aussi, le matériau cru vient de la Russe, principalement, ou la Chine. Mais acheter des matériaux du oligarque de Russe, ça, c'est pas éthique. Même si le cas dure 20 ans. Oui, you know? Il y a plusieurs aspects à regarder. Et peut-être, moi, je pense trop. Je suis overthinker au max. C'est pour ça que je suis mad scientist dans mon atelier. Tous les jours, tous les soirs. Ouais, mais c'est difficile. Comme le monsieur dans le comment de placer la ligne de la consommation éthique là où ça nous tente, ben, il faut placer la ligne quelque part. Il faut tous nous décider c'est quoi notre ligne. Moi, je peux pas décider ça pour toi ou pour n'importe qui. Moi, j'ai mes lignes. Moi, j'ai des idées. Qu'est-ce qui est plus éthique, moins éthique. Mais au final, c'est au consommateur de décider où il veut mettre de l'argent. Moi, des fois, j'ai des pensées où je me dis les gouvernements, ils devraient imposer des choses, des obligations. T'as le gouvernement, t'as l'industrie. Mais après, les gouvernements, on vote pour eux. Celui qui va dire, moi, je mets des limites sur tout au nom de l'environnement, les gens voteront pas pour cette personne-là, les compagnies ne donneront pas de l'argent. Donc, tu sais, le changement, c'est difficile. Le jeu au complet politique fait en sorte qu'on a des problèmes aujourd'hui. Et là, on arrive dans un moment... on est comme à un crossroad où on est très près d'arriver au crossroad où si on veut que les enfants de tes enfants aient encore un terrain de jeu, à un moment donné, il faut commencer à penser à comment on vit, comment on prend des décisions au quotidien parce qu'à un moment donné, la planète, elle va dire « Hey guys, moi ça fonctionne pas. » Ce qui se passe en ce moment, ça a pris un recul sur l'aspect écologique et environnemental. Les gens, ils se soucient pas de ça en ce moment, là. Il y a quelques années en arrière, là, quand tu regardes même, juste avant le COVID, là,
ça faisait partie des sujets importants. Tu sais, il y a eu des manifestations à Montréal qui étaient énormes, là, puis Ouais. tu sais, ça l'est plus maintenant, là. C'est plus une priorité, là. Parce que on est retourné aux trucs jetables. Le monde est plein d'affaires, découragé. Ouais. Et surtout les générations plus jeunes que nous, le Gen Z, genre, ils s'en foutent. Ils se disent, c'est fini, la planète va mourir, on va faire ce qu'on veut, puis je m'en fous. C'est un réel problème. Je me souviens, j'ai des collègues qui sont turcs et ils me disaient, par exemple, qu'en Turquie, les jeunes sont comme ça. Ils dépensent, ils économisent pas, ils prennent des décisions en disant, il y a tellement de cataclysmes naturels, de problèmes politiques, genre... Demain, on sait pas demain si on va être encore en vie, fait qu'on va vivre comme pleinement tous les jours. Et je comprends cette mentalité complètement. Et c'est difficile à dire, hey, il faut acheter éthiquement, puis tu gardes à le plus haut niveau de gouvernement, n'importe où, le niaiserie qu'ils font, puis les grosses compagnies qui juste pisser sur la terre partout. Ouais, c'est pas évident tout ça à conjuguer. Ouais. Ben, est-ce qu'il y avait... Là, je vois le temps filer. Mais on pourrait parler des heures, puis ça fait du bien d'avoir ces discussions-là, puis ça remet en question comment on consomme, puis comment on utilise nos vélos, nos produits. Là. Je dirais comme mot final, le choix le plus éthique, la consommation le plus éthique... C'est de pas rouler de vélo. Non. C'est d'acheter quelque chose usagé. Acheter quelque chose qui existe déjà. Acheter de quelqu'un d'autre comme... Ça, c'est la manière le plus éthique. J'adore Marketplace. Sauve les gens. c'est dur de gérer les gens sur Marketplace, mais je suis un gros fan de Marketplace. Ouais. Ben, c'était plus qu'un plaisir de te recevoir. Je pense que les gens vont vraiment apprécier l'épisode. Vraiment intéressant. Si les gens veulent te suivre sur Instagram... t'as Rebicycle. Oui, Rebicycle MTL, puis Ethic Fabrications. On va mettre les liens dans la description. Merci infiniment pour ton temps. Merci pour ton implication puis tes sujets passionnants. Merci à vous. Bye.